On est à la lettre C comme Carvera. Je ne sais pas ce que c'est Carvera, Benoît va nous expliquer. C'est apparemment aussi facile qu'une imprimante 3D. Mais de quoi donc tout c'est de quoi C'est quoi? C'est une petite CNC de bureau qui se veut aussi facile, aussi simple d'emploi, aussi abordable, aussi pratique qu'une imprimante 3D. Alors, d'accord. D'abord, c'est un Kickstarter. Et oui. De la même façon, aujourd'hui, je fais des sujets qui sont intéressants, interpellants, mais que j'achèterai pas. Donc, Astro, j'aurais pas acheté pour des raisons de vie privée. Ici, je ne ferai pas le Kickstarter parce que c'est un projet ambitieux. Oui. C'est un projet intéressant. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Mais c'est vraiment une jeune start-up. Et donc, des jeunes start-up qui lancent des projets ambitieux sur Kickstarter, ça peut être génial. Mais ça a beaucoup de chances de pas être génial. Ça a beaucoup de chances qu'à mi-chemin, ils vont soit pas savoir délivrer, ils vont délivrer un produit moins intéressant, nettement moins intéressant que prévu, soit carrément ils vont mettre la clé sous le paillasson et tout le monde on n'aura rien, soit on risque d'avoir une situation où en fait le temps qu'ils finissent le produit, le reste du marché, les acteurs plus installés les auront rattrapés et en fait on pourra acheter le même produit sans prendre le risque d'un Kickstarter. Donc ayant dit ça, ayant caché l'effet Kickstarter, juste une petite parenthèse, est-ce que j'ai dit ça pour après on a épuisé le sujet Kickstarter pour Kickstarter, c'est l'objectif à atteindre de la part de la personne qui met un projet sur Kickstarter, est-ce que c'est pas quelque part une petite indication de la viabilité du projet sur le moyen terme? Parce que je constate ici que la somme attendue était quand même relativement faible par rapport à l'ampleur du projet. Dis-moi juste ce que t'en penses. Non, parce que tu as intérêt quand tu mets un projet à ne pas mettre une somme trop forte parce qu'il y a un effet d'entraînement en fait. Donc c'est un peu compliqué. Si tu demandes un montant très élevé, tu as un effet contre-entraînement et donc par contre, voilà, effectivement, ils sont 10 fois au-delà de la somme qu'ils avaient demandé. Alors, derrière, on peut se demander, est-ce qu'ils avaient été naïfs? Ce qui est un peu ce que tu suggères, et donc ils avaient mis un prix bas, et donc ils vont se retrouver débordés, ce qui est une possibilité, ce qui ne va pas aider à livrer. Soit, effectivement, ils l'avaient fait parce qu'ils connaissent bien leur truc, et donc c'est bon signe, je ne sais pas. Mais de quoi s'agit-il? Allons-y. Attends, parce que je veux quand même finir mon histoire sur pourquoi je mets pas dans le Kickstarter. C'est de ma faute. Parce que avoir des startups qui viennent avec des projets innovants et mettre de l'argent dans leur projet en sachant que j'ai une chance sur 4 d'avoir un produit, je l'ai déjà fait. Mais ici, c'est 2671 €. Et là, ça, je trouve que c'est un petit peu cher pour prendre le risque. Donc, néanmoins, le projet est assez génial. Parce qu'en fait, dans les outils pour les makers, l'outil auquel tout le monde pense, c'est évidemment l'imprimante 3D, qui est l'outil pratique, qui est la nouvelle méthode de fabrication. En fait, on part du vide avec une espèce de pistolet à colle tenu sur quelques axes. On extrude du plastique et on fabrique un objet en 3 dimensions. Génial. Mais c'est pas le seul mode de fabrication. Il y a des modes de fabrication plus classiques qui existent depuis longtemps. Par exemple, le formage, tu sais, où tu pars d'une feuille de plastique, tu la mets sur un aspirateur et tu mets un moule entre les deux et le truc prend la forme. Il y a le moulage de plastique par extrusion. Il y a des mecs maintenant qui fabriquent des machines de moulage de plastique à la maison. Mais un mécanisme, un type d'outil qu'on trouve dans les usines et qui est très répandu, qui est très efficace, c'est la CNC, c'est-à-dire une machine qui, avec une fraise, part d'un bloc de matériaux et enlève tout ce qui dépasse pour fabriquer l'objet que tu veux fabriquer. En bois, en aluminium, en laiton, dans certains cas même en acier. Au passage, les MacBooks sont fabriqués comme ça, on ne sait pas mouler facilement les formes d'un MacBook, donc ce sont des robots qui viennent enlever des CNC, qui viennent enlever à partir d'un bloc d'aluminium pour fabriquer la forme. Et il y a énormément de produits plutôt haut de gamme, plutôt de bonne qualité qui sont fabriqués comme ça, parce que c'est aujourd'hui une des manières pour usiner de la façon la plus précise qui existe. Mais une CNC, c'est compliqué à utiliser. C'est cher, mais ça, c'est pas le problème qu'ils ont décidé de résoudre. Et c'est quand même assez... Voilà, c'est pas aussi accessible qu'une imprimante 3D. Et donc, leur projet, c'est vraiment de dire, on veut une CNC qu'on va pouvoir mettre sur son bureau et que n'importe qui va pouvoir utiliser, ou pratiquement. Et pour ça, ils ont doté leurs produits, mais d'une quantité absolument phénoménale. Les specs sont géniales. Donc, la surface de travail est celle d'un modèle de bureau, donc c'est 36 sur 24 cm, c'est déjà pas mal. C'est plus grand qu'une feuille A4, c'est pas colossal, mais si on travaille du métal ou des petits objets en bois, c'est pas mal. Ils ont
la capacité d'avoir un jeu de fraises, et la machine va toute seule prendre la bonne fraise, et ça, quand on usine des pièces, c'est extrêmement important, parce que changer la fraise, ça veut dire qu'il faut rester devant la machine pour, quand elle a fini une étape, enlever, passer à la suivante, etc. On peut se tromper. Et deux, ça veut dire qu'on doit surveiller la machine. On peut pas la laisser comme une imprimante 3D, tu l'annonces, tu pars, si je peux me permettre, tu reviens. C'est le gros défaut des gens qui fabriquent leur CNC eux-mêmes avec une défonceuse. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Il y a un gars qui a fait une CNC gigantesque, mais c'est avec ce qu'on appelle une défonceuse, donc avec une toupie, mais inversée. Et donc, forcément, là, il n'y a pas le mécanisme qui va avec, qui permet de changer l'outil sur la défonceuse. Tout à fait. Mais ces mécanismes sont encore aujourd'hui un petit peu réservés à des produits haut de gamme. Donc, ils ont sur une CNC de bureau qu'on peut installer chez soi. C'est vraiment une évolution intéressante. Ils ont intégré le laser dedans. Donc, si on veut faire de la gravure laser en complément du travail avec les fraises, c'est prévu. Le système est fermé, ce qui veut dire que le bruit, etc., va être plutôt bien géré. Il s'intègre évidemment avec tous les logiciels de conception du marché, donc ça, c'est pas un problème. Ils ont prévu un 4e axe, donc la possibilité de mettre une pièce que la machine va pouvoir faire tourner, et pouvoir faire par exemple des petites sculptures, des pièces en 3D, etc. De nouveau, ça peut se faire avec une CNC qui n'a pas le 4e axe, mais il faut rester devant la machine pour tourner au bon moment. Il faut tourner sans se tromper. Là, la machine fait tout pour toi. Non, mais c'est bien. Tu vois, c'est vraiment un produit où ils ont pris plein de gestes qu'on sait faire, mais qui rendent le produit moins accessible, et ils viennent avec un truc bien carré, bien fermé, qui fait tout ça. Et donc pour ça, moi je trouve que l'idée est vraiment géniale. Le seul problème, comme je le disais, une start-up, avec par définition l'expérience d'une start-up, etc. Ah oui, un dernier truc, ils fournissent un kit PCB. Donc si par exemple tu veux faire tes circuits électroniques à la maison, eh bien, tu peux. Alors, ça va être des protos. C'est pas. Tu vas pas faire si tu fais une production en grand volume. Là, tu vas la faire fabriquer. Mais comme justement, tu es en train de faire tes protos que tu sais pas trop, tu peux graver. Tu mets la plaque et tu peux graver, préparer ta plaque à la maison. Donc, il y a vraiment, une belle couverture de produits, un truc vraiment intéressant. Le prix, en fait, même s'il est élevé, n'est pas excessif par rapport au marché. Si on regarde des CNC de bureau, on est sur ces ordres de grandeur-là quand on a un produit un peu correct. Il y a beaucoup moins cher, mais un produit un peu correct. Et ici, on est sur un produit un peu correct, on est sur cet ordre de grandeur. Donc, quelque part, la proposition de prix est même intéressante. Mais voilà, comme je disais, je prends plus ça comme étant génial. Le marché évolue et on peut s'attendre à voir bientôt une série de produits similaires que comme, tiens, je vais sauter pour acheter celle-ci. Mais je voulais quand même en parler parce que ça me paraît intéressant de voir cette évolution. Tout à fait, oui, parce que effectivement, les fonctionnalités dont tu parles sont des fonctionnalités qu'on rencontre sur des machines professionnelles, un peu à l'image de l'historique des imprimantes 3D, dont les machines grand public ont acquis aussi l'expérience du professionnel. Pareil pour d'autres objets du même acabit, en gros. Ça met quand même. Alors c'est le bricoleur entre guillemets, mais qui a beaucoup de sous, mais on sait qu'il y en a qui ne comptent pas. Quand il s'agit d'assouvir un hobby ou un plaisir un peu particulier, même tel que celui-là. Moi, je pense que rien déjà que pour tu vois, cette fonctionnalité qu'on peut visionner d'ailleurs en vidéo sur la page dont on met le lien comme toujours dans la description de ce podcast, on met tous les liens vers les sites de référence. Cette fonctionnalité qui permet de changer d'outil, déjà l'air de rien, ça paraît bête, mais c'est quand même d'une complexité rare parce qu'il faut quand même assurer cette pièce, il faut pas qu'elle parte dans le décor. On parle quand même d'une machine qui tourne à je sais pas combien de tours minutes, mais ça doit quand même être assez puissant. Donc c'est rien que cette fonctionnalité là, elle quelque part, elle mérite le prix quoi. Enfin ou l'inverse. C'est opinion toute personnelle. Maintenant peut-être que vous allez me dire oui mais il y a une machine qui fait la même chose pour le quart du prix. Bon, je ne demande qu'à voir, mais en l'occurrence là je trouve que c'est quand même une compétence de la machine qui vaut son pesant de cacahuètes. Ça, le laser, ça, je pense que c'est des choses qu'on rencontrera dans un avenir proche de plus en plus, ce changement cette possibilité de faire presque de la pyrogravure, comme on a pu avec le laser, comme on a déjà pu le voir. Je sais pas si Sébastien, parce qu'on n'a jamais parlé avec toi de ce genre d'outils, Sébastien, est-ce que ça te touche ? Non, moi je suis tout à fait étranger à ce monde-là. Je
connais pas, je découvre, et donc pendant 9 minutes, je me suis mis dans les pieds d'un auditeur des podcasts, l'auditeur que j'étais avant d'être chroniqueur, et je me disais que j'aimais bien écouter ce podcast parce que j'apprenais des tas de choses. Merci Benoît. 9 minutes et 50 secondes. Tu auras pu préciser le nombre de secondes également. Mais depuis que je leur ai mis un compteur sous le nez, il regardait. Ah, il parle longtemps, lui. Non, c'est passionnant. Bien sûr que c'est passionnant. Non, voilà, je suis pas bricoleur. J'ai jamais été bricoleur en physique. Je suis pas bricoleur en informatique non plus. Enfin, dans le sens où j'aime bien assembler des choses. Voilà. Donc je regarde. J'apprends des tas de choses quand j'écoute les podcasts, quand j'écoute les technos ou quand je lis des articles, mais non, je ne suis pas pratiquant de ce genre de technologie. On a quelques makers dans l'équipe, je pense à Picaboo par exemple, qui touche sa bille aussi, ou encore David qui fait beaucoup d'impression 3D. Lui, c'est plutôt les matériaux avec lesquels il joue. C'est un domaine qui peut passionner. Xavier également, effectivement. Lui, il dort à côté. Il a mis un canapé à côté de son imprimante. Il fait des affinités à son épouse avec son imprimante. Lui, voilà. C'est comme tous les hobbies. Hein. C'est prenant, ça peut vous occuper. Et en fin de compte, quand on voit ce que ça fait en bout de course et qu'on discute le prix, est-ce qu'on n'est pas un petit peu difficile? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Quand on voit qu'on peut dépenser plusieurs milliers d'euros en appareil photo, pour ceux qui sont passionnés de photo, en drone, pour ceux qui sont passionnés de drone. Enfin, voilà, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, je pense que tout est possible. Mais là, on doit passer à la suite.